je suis un journaliste. Je suis été parlementaire européen, mais je suis un journaliste. Je continue à m'occuper de l'11 septembre parce que je suis un journaliste. On va discuter un peu plus tard de la question. Il y a 13 ans que la vérité sur l'11 septembre a été pratiquement fermée. On a travaillé beaucoup, pas seulement nous. Dans le monde, il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent sur ça. Mais certainement, on a eu contre les médias, tous les médias. L'unanimité des médias était contre. C'est incroyable. D'un certain point de vue, c'est vraiment incroyable, cette unanimité totale. Donc il faut se demander pourquoi. Parce qu'il y a eu beaucoup de questions dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire du XXe siècle où il y a eu des opinions différentes. Cette unanimité n'a jamais été assez évidente. Donc, évidemment, sous ce titre de l'11 septembre, il y a quelque chose de très important. Alors, je veux seulement dire une autre chose. Pourquoi on a choisi de parler de la Troisième Guerre mondiale? Ce n'est pas casuel. On va parler de l'11 septembre, vous voyez ce soir quelque chose de la naissance du terrorisme so-called islamique. Mais la question c'est très étroitement lié. L'11 septembre, selon moi, c'est la fin, c'est le commencement de la fin de l'Empire. Ils ont fait l'11 septembre, ils ont organisé l'11 septembre pour se défendre. Qui sont eux? Ils sont des propriétaires universels, ceux qui ont le pouvoir. Ils ont compris, ils ont anticipé les événements, ils ont créé l'11 septembre, ils ont éloigné la crise pour 7 ans. En 2008, la crise est commencée encore une fois, plus grande que la première. L'Empire va finir. On va discuter pourquoi et pour ça. Mais c'est évident que l'11 septembre a changé le monde. Et donc, maintenant, nous sommes en train de commencer la Troisième Guerre mondiale. Je dis, bon, ok, la guerre mondiale a déjà commencé. Et tout le monde, maintenant, regarde le terrorisme islamique, encore une fois, comme le point le plus important. J'ai appris une règle générale dans ma profession comme journaliste, que si tous les médias regardent là-bas, cela signifie qu'on doit regarder une autre direction. Vous êtes sûr? Tous les médias parlent seulement du terrorisme islamique. Je vous suggère, regardez l'Ukraine. Le commencement de la guerre est l'Ukraine. Et c'est le commencement de la guerre contre l'Union soviétique. Mais il y a une liaison directe entre l'11 septembre et ce qui se passe maintenant. Alors, on va discuter après les films de ça. Merci. Merci, Ginetto. Alors, en effet, le thème de la semaine sur Internet. Alors, avant de commencer le débat, je voudrais finir de présenter Giulietto Chiesa. Julie. Ouais. Donc Giulietto Chiesa est quelqu'un d'assez connu en Italie, même de très connu. Si vous parlez s'il y a des Italiens dans la salle, ils le savent. En France, évidemment, ça ne passe pas les frontières, mais c'est quelqu'un qui est aussi connu en Russie, dans les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, pour son combat pour la vérité. Il a publié pas mal d'ouvrages, dont un qui s'appelle Zéro, aussi enquête sur le 11 septembre, ou même dans le film. Il a publié une deuxième version, Zero Due, en 2011 ou 2012. Il a publié aussi un livre qui va bientôt être traduit en français, qui s'appelle Invece della catastrofe. Ça veut dire plutôt que courir à la catastrophe. Donc quelles sont les solutions pour éviter le conflit, éviter la crise grave, généralisée. Donc il détaille la crise et il propose des solutions. Donc c'est aussi un livre qui est plein d'espoir et il nous en parlera ce soir. Giulietto Chiesa, c'est quelqu'un qui est invité sur pratiquement toutes les télévisions dans des débats
sur donc le 11 septembre, le terrorisme, l'Ukraine, la Russie. C'est un grand spécialiste de la Russie. Et donc on est vraiment très heureux de l'avoir avec nous ce soir, et vous allez avoir l'occasion de lui poser vos questions. Mais la première question que je voudrais lui poser, c'est donc, Giulietto, vous êtes en France. Quelle vision vous avez des différences de perception, disons, selon les pays, la France, l'Italie, la Russie, ou les pays où vous êtes amenés à aller, sur justement le terrorisme, la perception qu'ont les gens du terrorisme islamiste, du 11 septembre, en passant par tous les autres attentats? Est-ce qu'il y a des différences notables dans ce que vous voyez, et comment vous classeriez la France dans ce palmarès? La situation, je dois dire, est très différenciée. J'ai parlé dans plusieurs pays de l'Europe, surtout dans l'Est européen, par exemple Roumanie, Moldavie, Russie. Je suis été plusieurs fois en Ukraine même. La situation, c'est que dans l'Europe de l'Est, la perception est plus élevée du problème. Mais en général, je dois dire que le travail de désinformation, de formation de l'opinion publique a été dominé par les médias occidentaux. Même ceux qui lisent quelque chose, ils l'apprennent de la presse et des médias, du mainstream européen, occidental, américain et européen. Ce sont eux qui ont donné le là à cette situation. C'est l'interprétation du terrorisme et l'interprétation occidentale. Surtout parce que plusieurs années après la chute de l'Union soviétique, même la Russie était une des protagonistes de cette situation. Il y avait la guerre en Tchétchénie, l'interprétation était unifiée, c'est-à-dire le terrorisme en Tchétchénie est la même chose que le terrorisme aux États-Unis, en Europe, etc. Mais c'est explicable, très, très bien explicable. C'est-à-dire la Russie, dans cette année, jusqu'à 5 ans, il y a 6 ans, la Russie a été colonisée par les médias occidentaux. Donc, on peut dire que la question du terrorisme, la question de l'11 septembre ont été gagnées, il faut le dire ouvertement, par eux. Je veux dire, on a perdu la bataille. L'11 septembre et toute l'opération terroriste qui se déroule aujourd'hui, jusqu'à ce moment, et maintenant est encore plus grand qu'il y a quelque temps, c'est une opération occidentale. Donc c'est une opération manipulée. Parce que les médias occidentaux travaillent pour le pouvoir. Les médias sont dans les mains, 100%, dans les mains des dominants, c'est-à-dire le pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est le pouvoir mondial des propriétaires universaux. Donc, on a reçu la formation et l'interprétation de l'histoire contemporaine par les propriétaires universels. Il faut le dire. Nous avons été battus. Mais le sentiment qu'on a quand on voit l'actualité, par exemple en Italie ou dans d'autres pays de l'Europe, c'est qu'il y a quand même des lueurs de vérité, des gens qui se prononcent, qui s'avancent, des spécialistes. Quand on voit par exemple dans le nouveau Pearl Harbor de Matsuko, il y a quand même un certain nombre de spécialistes, par exemple de l'aviation en Italie, qui se sont avancés au moment du débat qui a eu lieu finalement en 2006-2007 autour de ton film, autour de celui de Matsuko et Lugano Global. Et il y a quand même des gens qui se sont avancés, des gens qui ont mis en jeu un petit peu leur carrière pour ça, et qui ont un petit peu réveillé le public. Il y a eu un début de débat sur le 11 septembre, qu'il n'y a jamais eu en France. En France, nous n'avons aucune personnalité de premier plan qui ce soit, ou de spécialiste vraiment, qui ait eu accès aux médias. Donc on a un petit peu le sentiment qu'on est un peu le dernier de la classe là-dessus. Bien, c'est vrai, mais il faut encore une fois retourner à Guy Debord, la société du spectacle. Je ne sais pas combien de vous a lu le livre de Debord. Debord a publié ce livre dans les années
avait... 70, hein? 70. 70. 70. Alors, il n'y avait pas encore la télévision, il n'y avait pas encore les mainstream media comme on les connaît maintenant, mais il avait prévu exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il faut tenir en compte que nous, tous ceux qui sont ici maintenant, nous sommes des intellectuels raffinés, très délicats. Délicat. Nous connaissons plus ou moins, je ne sais pas, une partie de la vérité. Nous avons les instruments intellectuels pour le faire. Mais millions de personnes autour de cette salle, dizaines de millions, Parle bien dans le micro que tout le monde entend. dizaines de millions des Italiennes, des Européennes, ne connaissent rien. Ce que vous avez vu ce soir n'est pas le patrimoine collectif de millions de personnes. Donc, on ne doit pas projeter sur la population européenne de l'Occident ce que nous avons déjà compris. Ce que nous avons déjà compris, c'est la question d'une petite minorité. Petit, très petit. C'est la théorie de Debord, c'est le rumore di fondo, comment on peut le traduire? Bruit de fond. Le bruit de fond. On peut parler, aujourd'hui j'ai fait une interview avec la télévision française France 3, mais c'est un cri, un moment qui sera immédiatement couvert englouti. de fond. Ce sont eux qui contrôlent la masse de l'information. Et pas seulement une question de l'information, je vais être un peu plus précise. La question n'est pas une question de quantité d'informations. La question, c'est de quantité de sentiments, émotions. C'est plus important que l'information. Regardez comment on peut dire le fonctionnement d'une télévision, palimpseste, c'est-à-dire le programme. Il travaille 24 heures. Vous regardez, essayez de regarder comment il est composé le programme d'une chaîne télévisée, n'importe quoi, en Italie, en Allemagne, partout, en France. Si vous regardez attentivement, vous voyez que l'information, la quantité d'informations qui vous est donnée par une chaîne télévisée n'est pas supérieure aux 4-5%. Qu'est-ce que c'est le reste de ce que millions de personnes en France regardent chaque jour, 24 heures, chaque jour, depuis 40 ans? Qu'est-ce que c'est ça? De l'intoxication. C'est la publicité et l'entertainment. Divertissement. Divertissement. C'est-à-dire, 95% de ce que millions de personnes voient n'est pas information. C'est sentiment, émotion, amusement, entertainment, etc. Et vous pensez que ce n'est pas important, c'est la chose la plus importante. Une minute d'information coûte 10. Une minute d'entertainment coûte 2 minutes. Les proportions sont comme ça. Cela signifie qu'ils savent très bien que la plupart de la population est influencée dans ses idées par les émotions, pas par la formation. Donc, ils contrôlent les émotions. Et les émotions sont centrales pour la formation de l'opinion publique. Donc, il faut comprendre ça. Jusqu'à ce moment-là, nous avons pensé dans une façon très intellectuelle. C'est-à-dire, nous sommes honnêtes, nous cherchons la vérité, nous voudrions communiquer des bonnes idées, des idées de paix, des idées de solidarité. Donc, nous pensons que nous sommes très bons. Et les autres sont très mauvaises. Qui est vrai? Qui est vrai? Mais la question, c'est que la bataille n'est plus entre ceux qui ont de bonnes idées et ceux qui ont de mauvaises idées. La question est qui est transmis et qui n'existe pas dans le système d'information.
C'est le problème que nous avons maintenant. Donc, nous sommes dans une situation dans laquelle la plupart de la population est manipulée, ne connaît pas ce qui se passe, n'a pas aucune possibilité de dominer ses sentiments, parce que ces sentiments sont formés par eux. Et donc, nous avons une situation dans laquelle on ne peut pas exercer la démocratie. Elle n'existe pas. Toujours, on parle de notre démocratie, mais on n'a pas aucune démocratie. Dans l'Occident, la démocratie n'existe plus, absolument. J'ai fait l'exemple de l'Europe. Nous vivons en Europe, nous sommes des citoyens européens, mais les points de commande, de commandement, les points de décision sont tous complètement hors de notre contrôle. L'Europe est dominée par 3 points géants, comme on peut dire, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, qui n'est même pas européen. Imaginez, le Fonds monétaire international est américain. La deuxième, c'est la Commission européenne. La Commission européenne est élue par les gouvernements qui sont déjà au dehors de notre contrôle. Et le troisième, c'est la Banque européenne, la Banque centrale européenne, sur laquelle on n'a pas aucune influence. Donc, démocratie n'existe plus. C'est la même chose pour les Américains. Les Américains sont gouvernés par le président, le Sénat, le Congrès. Le président, le Sénat, le Congrès, aujourd'hui, sont moins influents que la National Security Agency, qui est un service très puissant, extrêmement puissant. Les décisions desquelles sont prises par eux-mêmes. Probablement, Obama n'a pas même l'information précise de ce qui se passe à la National Security Agency. Tous les services secrets européens, je peux le dire parce que j'ai étudié directement comme parlementaire européen, tous les services secrets européens sont des filiales de la CIA. Filiales, je ne dis pas que la CIA donne quelquefois des suggestions. Non, ce sont des filiales. Ils exécutent les ordres. J'ai participé à la Commission européenne, du Parlement européen extraordinaire, pour étudier l'histoire des prisons secrètes de la CIA en Europe. Le document qu'on a examiné, j'ai écrit un livre sur ça, j'ai publié ce livre. Personne ne m'a pas dénoncé parce que les documents sont là. Donc, ce que je dis, je pourrais le dire dans une télévision quelconque en France, mais je ne peux pas le dire parce que personne ne me demande pas cette question-là. Je peux le dire ici. C'est-à-dire le bruit des fonds, c'est le plus puissant de mes découvertes. Donc, il n'y a pas aucune démocratie. Donc, nous vivons dans une situation dans laquelle la communication décide tous. Et les propriétaires de la communication sont eux. Sont les propriétaires universels. J'ai déjà utilisé plusieurs fois le mot propriétaire universel. Ce n'est pas moi que je l'ai inventé, ça. C'est Paul Krugman qui a parlé de The Masters of the Universe. Propriétaire universel. Combien sont les propriétaires universels? Je ne sais pas, mais je sais une chose, plus ou moins. Nous ne les connaissons pas. Les réels propriétaires universels sont inconnus. Vous connaissez les propriétaires, par exemple, un exemple, les premiers dirigeants de Goldman Sachs? Non. Personne ne le connaît pas. Mais il est une propriétaire universelle. Peut-être que vous connaissez George Soros. George Soros, vous le connaissez un petit peu. À travers des ONG. Etc. Une autre propriétaire universelle. Mais on ne connaît pas tous les autres. Plus ou moins, je l'écris dans mon livre, Invece della catastrophe, plus ou moins, sont 200, 300 personnes. Le pouvoir mondial est totalement dans leur main. Il y a 2-3 ans, il y avait un article du New York Times qui a publié dans la première page ce titre. 9 banquiers du monde, chaque mois, se rencontrent dans une place inconnue de Manhattan pour décider le mouvement
de quelques 30 milliards, excuse-moi, 10, 15 trillions de dollars. Un trillion, c'est 1000 milliards de dollars. 9 personnes peuvent décider ça dans une totale et complète anonymité. L'article était très important. Je l'ai écrit immédiatement sur mon blog et après un jour, ça me semble-t-il, Eugenio Scalfari sur la République a écrit une éditoriale avec le titre La cupola mondiale, la coupole mondiale. Et après ça, l'information est terminée sur ça. Tout s'est fermé, il était une erreur. Quelquefois, même eux font des erreurs. Mais ils sont fermés immédiatement. Donc c'est la réalité. Donc, on parle de l'11 septembre. L'11 septembre est une falsification totale. Mais je dois dire que la falsification totale, c'est la structure même du pouvoir. Nous ne connaissons pas le pouvoir qui domine l'Occident. J'étais en train de dire le monde. Maintenant, j'ai dit l'Occident. Il n'y a peut-être pas qu'un pouvoir, c'est peut-être une lutte de pouvoir et qui, à certains moments, trouve des intérêts communs. Il peut y avoir peut-être différents intérêts financiers, les intérêts sont tellement énormes, qui luttent derrière le rideau, derrière la scène. C'est exactement ce que je veux dire. J'ai déjà dit, et je vais le répéter. Au commencement du siècle XXe, la population du monde était 1,2 milliard de personnes. À la fin du XXe siècle, nous sommes 7 milliards. Nous, quand je dis nous, je dis l'Occident, les riches, nous sommes les riches. Nous avons dominé le XXe siècle, l'Amérique et nous, alliés de l'Amérique. Mais dans cette période, le monde a changé radicalement. Les autres puissances sont nés, se sont développés, sont devenus puissants. Et maintenant, ils sont plus puissants que l'Empire. Le problème, c'est tout ici. On a la Chine, on a l'Inde, on a pratiquement 6 milliards de personnes qui sont au dehors de l'Occident. Nous avons décidé que notre valeur sont les valeurs universelles. C'est encore vrai? Non. Ce n'est pas vrai. Notre valeurs ne sont pas codivisées par les Chinoises, notre civilisation. Notre valeurs ne sont pas codivisées par la Russie, par l'Inde, par les Iraniens, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, nous, quand je parle du commencement de la Troisième Guerre mondiale, c'est exactement ça. Nous sommes maintenant dans la plus grande crise de l'histoire de l'Occident. C'est la crise de la démocratie, mais c'est la crise même de l'économie de l'Occident. Il n'y a pas des ennemis extérieurs. Pourquoi l'Europe est dans la situation que nous connaissons? Pourquoi la France, l'Italie, l'Allemagne, même l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne sont en crise? Où est l'ennemi? Où commence cette crise? La crise a commencé à l'intérieur de la crise. C'est une crise, c'est notre crise. Et dans le même temps, il y a une évolution gigantesque de la population mondiale qui a changé la proportion mondiale. Donc, il y a des pouvoirs qui peuvent fuir de la domination occidentale. Et en fait, on le voit, la Chine, aujourd'hui, a les 3 premières banques financières du monde sont chinoises. Il y avait 15 ans, les premières 3 banques d'investissement étaient américaines. Vous voyez la différence. En 10 ans, il y a eu un bouleversement total de la situation. La Chine a, dans ses forciers, on peut dire, plus ou moins en pierre de la dette américaine. Donc la Chine a dans ses mains la puissance du dollar. Et si le dollar continue à rester pour le moment puissant, c'est pourquoi la Chine soutient le dollar. Donc, j'ai fait seulement quelques exemples pour vous montrer ce qui se passe. Donc, nous sommes en train de voir la puissance de l'Empire se découler, on peut dire comme ça, décomposer. Et dans le même temps, on voit l'Empire qui est très fort du point de vue militaire et très fort du point de vue communicationnel. Ils ont le domaine
du milliard, de la mentalité du milliard de personnes. Ils peuvent donc créer ce qu'ils vont. Le terrorisme de masse, qu'est-ce qu'il est? Est simplement la création artificielle du chaos pour empêcher un million de personnes de comprendre ce qui se passe. Le chaos, la guerre, c'est la meilleure façon pour mettre, comment dire, faire nascondere, pour cacher la stabilité. Donc, on est en train de commencer la guerre pour cacher la vérité. Justement, s'il vous plaît, sur cette question, je voulais poser une question. Moi, la première fois que j'ai vu le film, One, quand j'en suis sorti, j'étais un peu, je ne savais pas trop faire résumé, enfin, c'était quand même assez compliqué, assez embrouillé. Je l'ai vu une deuxième fois, quelques mois après. Moi, j'ai écouté très attentivement, j'ai essayé de me concentrer, tout ça. Mais bon, même en l'ayant vu une deux fois, je pense que c'est pas très évident. Est-ce que vous pourriez nous résumer de façon synthétique quel est le mécanisme que montre ce film, comment le terrorisme est manipulé, comment on le manipule, pourquoi, comment tout ça se passe, quoi, de façon résumée et synthétique pour qu'on ait gardé en tête. Bon, on a bien vu qu'il y avait les cartes qui superposaient les intérêts, etc. Mais voilà, donnez-nous peut-être un exemple, résumez-nous la situation sur cette manipulation du terrorisme pour que ça soit bien. Là, on a sur cette table des livres, des films qui montrent exactement ça. L'11 septembre, c'est le paradigme. C'est parce que, pourquoi le 11 septembre, c'est un changement radical? Parce que pour la première fois, le terrorisme devient un instrument politique du changement du monde. Ils ont créé le terrorisme. Oui, peut-être. Les Américains, l'Empire, si vous voulez. Alors, je vais... Sur un exemple peut-être hors en septembre, parce qu'on connaît peut-être mieux, mais en Afghanistan, ou en Libye, ou en Irak, ou... comment ça se passe? Ça se crée mettre le chaos quelque part, donc il paye des gens... Non, mais pas seulement il paye des gens. Il y a une crise. Ils sont... écoutez, les services secrets sont là exactement pour faire ce travail. Ils sont, normalement, composés de personnalités très intelligentes, très bien acculturées. Ils connaissent son travail. Ils connaissent la psychologie même, notre psychologie. Ils savent très bien comment ils peuvent faire. Donc, ils utilisent les crises sociales. Quand je parle de 7 milliards de personnes, regardez le printemps arabe. Seulement en Égypte, qui a maintenant plus ou moins 100 millions de personnes de population, 60% de la population a moins de 22. 60%. Ouais. Cela signifie qu'il y a millions et millions de jeunes qui regardent la télévision chaque jour, qui ont le téléphone dans sa poche. Et on peut l'acheter, même s'ils sont très pauvres. Donc, ils voient le monde, mais ils ne comprennent pas le monde. Pourquoi ils vivent au Caire, au Alexandrie, comme des désespérés, et ils voient c'est-à-dire les citoyens de Paris, de Rome, de Londres, etc. Comment ils peuvent comprendre? Ils ne peuvent pas comprendre, donc ils se révoltent. Mais ceux qui ont la connaissance de leur crise, ils peuvent l'utiliser. Voilà une armée merveilleuse, une armée de jeunes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'argent, qui ne comprennent rien. C'est donc la religion, tu utilises la religion. Certainement, ils paient très bien ceux qui organisent ça. Mais ils connaissent très bien le résultat, donc ça va former des armées, des grandes armées. Alors, on ne peut pas parler de 11 septembre, parce que c'était le commencement. Non, je vais expliquer. Regardons maintenant ce qui se passe avec l'Islamic State. L'État islamique. L'État islamique. Il y a 2 ans, il n'y avait aucun État islamique. Il y a 2 ans, il y avait une guerre en Syrie dans laquelle il y avait les so-called livres armées syriennes qui étaient composés par des islamistes payés par l'Occident, exactement. Armés, payés, etc. Bon, 30 000 personnes. 20 000, 30 000. C'était une armée de 30 000 personnes. C'était déjà une opération très coûteuse. Parce que payer 30 000 personnes était une chose coûteuse. Bien.
Maintenant, on a une armée de 100 000 personnes qui a été créée en 2 ans. La première question qu'on peut demander est qui a payé une armée de 100 000 personnes? Vous avez, si vous commencez à faire des calculs, vous comprenez qu'on parle de 100 millions de dollars chaque mois, 200 millions de dollars chaque mois. Seulement de grands puissants peuvent faire ça. Ce sont les Russes? Non. Ce sont les Chinois? On n'a pas d'éléments pour ça donner, pour dire comme ça. Il y a seulement une explication. Ce qui a payé l'Islamic State, c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, les États-Unis d'Amérique, les services secrets français, anglais, américains. Il n'y a pas d'autre explication, d'autre possibilité. Donc, la question, c'est créer des situations qui sont très utiles pour terroriser l'Occident. Il faut terroriser la population de l'Occident. Nous sommes dans cette situation. Tout le monde lit les journaux, regarde les téléjournaux, et on parle là-bas seulement de terrorisme. Et après, on va utiliser ce qui coupe la tête, vous avez noté que ce film était un film fait par des professionnels. Il n'y a pas aucun fanatisme là-bas. La tête coupée des journalistes anglais était filmée par des professionnels. On est donc en train de voir un grand spectacle. C'est le spectacle qui domine notre imagination. Et ensuite, donc, c'est exploité comment? Le résultat est déjà obtenu. Donc, alors le gouvernement prend des décisions et commence à envoyer les armes. La NATO prend des décisions et va envoyer ses forces militaires pour aider l'Irak, je ne sais pas quoi. La France a envoyé. La France, les Italiens, ils sont déjà bons. Ils ont seulement quelques problèmes juridiques à résoudre. Avec quel bannière, drapeau, avec quel drapeau, avec quelle juridique façon de le faire. Mais c'est la guerre. On va prendre des questions peut-être dans le public, du tout si vous permettez. Donc il y a une question là-bas, ensuite ici. Sur l'organisation du débat, donc on a convenu que vous posez des questions, vous essayez d'être pas trop long, et puis vous rendez le micro à la personne qui tient. Okay. Et puis éventuellement, on peut cumuler plusieurs questions de façon à avoir un peu un panel de questions, et puis les autres peut répondre de façon à... Deux, trois questions. Voilà, pour essayer d'avoir le maximum de participation du public. Ok. Je peux poser une question? Bien sûr. Oui, le film en fait montre que les États-Unis, essentiellement les États-Unis, à travers un certain nombre d'alliés, notamment dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient, essaient d'installer des déstabilisations pour pouvoir venir à l'aide et s'installer et contrôler soit l'uranium, soit le pétrole, soit le gaz. Ça, c'est un peu pour résumer le... Alors, ce que je ne comprends pas bien après, pourquoi parce qu'il y a quelqu'un qui, à la fin, superpose les cartes et montre que les États-Unis sont là et qu'ils essaient de contrôler le monde, en fait, mais le monde qui les intéresse. Et pourquoi, je dirais, des pays comme la France et d'autres laissent faire, parce que ça va normalement contre leurs intérêts, puisque les États-Unis sont en train de contrôler le monde, de contrôler le gaz, le pétrole et ainsi de suite. Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est ce que vous disiez, elle vient de ce que vous avez dit après. Un pays comme la Chine, qui aujourd'hui est un pays qui est peut-être la première puissance demain, pourquoi laisse-t-il faire aussi les États-Unis, l'Empire? Voilà. Merci. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre une deuxième question et on regroupe? J'ai noté. Bien sûr. Bonsoir, moi je pense que ça rejoint un peu la question de M. Lava. C'est la Russie aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Russie et comment décoder est-ce que c'est la Russie ne veut pas se laisser faire justement vis-à-vis de la Syrie et de l'implantation des Américains en Syrie? D'accord.
pas des autres questions? Bonsoir, merci. Je voulais vous poser une question. Donc, pour ma part, j'avais déjà connaissance d'un certain nombre de choses et j'avais une question par rapport à ce que vous dites qui me semble, en tout cas dans mon cas, extrêmement pertinent, c'est la communication. Donc, ils ont gagné la guerre ou ils ont gagné la bataille de la communication et ils ont, ou je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, on n'a pas les outils pour contrer cet aspect très massif dont vous avez parlé. Néanmoins, je suis jeune, je vais être optimiste. Donc, comment... j'ai l'impression quand même que vous allez surtout parler de télévision, effectivement, de ce qui avait été prévu par Debord il y a quelque temps déjà. Mais quid de l'outil Internet? Quid des réseaux sociaux? Quid de ce nouvel outil qui permet quand même de discuter, d'interagir, d'avoir accès à de l'information et qui, pour les nouvelles générations, est beaucoup plus important que la télévision. Ils y passent beaucoup plus de temps et ils échangent beaucoup plus. Même si je suis aussi très pessimiste que effectivement, même au sein de cet outil, il y a une communication très massive qui a été prise en compte. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, donc ça occulte en fait toutes les possibilités de coopération entre peuples, on va dire, ou on nous a individualisés, tellement individualisés qu'au final, il y a très peu de coopération, très peu de discussion, on est occupé par la télé, par plein d'autres choses. Et les débats, les combats qui nous ont précédés par nos générations, les générations précédentes, qui ne sont pas les miennes, c'est-à-dire les débats de rue ou les révolutions qui étaient plus avec des débats importants, je pense à 68 par exemple. Peut-être c'était une manipulation, je ne sais pas. Mais ces débats-là, comment les réinstaller, comment les restaurer, par les réseaux sociaux peut-être, et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a matière à espérer? Merci. Merci. Alors, je voudrais commencer à répondre parce qu'il y a beaucoup de choses très importantes. Alors, je vais commencer par la dernière question, les dernières questions qui sont très, très importantes, en disant comme ça, je suis aussi optimiste. Je ne suis pas jeune, mais je suis optimiste. Et la preuve, c'est que je suis ici. Parce que si je n'étais pas optimiste, je serais à Rome avec mon fils au cinéma, peut-être, ou faire quelque chose. Je cherche l'homme et la femme. Parce qu'on doit mobiliser très vite des forces pour se défendre. Je ne sais pas combien de possibilités on a de survivre. La question, c'est de survivre. Si mon analyse est juste, le problème n'est pas la bataille entre les bons et les mal. La bataille est survivre ou mourir pour millions, pour milliards de personnes. Donc, il faut essayer, s'il y a des possibilités. Sur le point de la possibilité de se défendre, je dois dire qu'on a tous l'attitude de projeter sur les autres notre intellectualité. Et vous et moi aussi, certainement. Et tous. Parce que je ne crois pas que Internet, le web, seront la possibilité de se défendre. Non. Ils sont les moyens, comme tous les moyens techniques, n'ont pas une, comment on peut dire, objectivité, n'existe pas. La technique n'a jamais été objective. Il y a quelqu'un qui la prend, qui l'achète et qui la domine, comme il est le système de communication qu'on connaît. La première chose, donc, est ce qu'une moyenne technique ne peut pas résoudre le problème de la démocratie. La deuxième question, c'est même plus important, c'est-à-dire que cette technique donne une illusion. La grande illusion de se défendre et d'arriver à la communication autonomement. Est vrai ça? C'est vrai? Non. Absolument non. C'est une idéologie. Malheureusement, je dois dire que la grande part de la jeunesse pense qu'il est vrai. Mais c'est une idéologie évidente. Il faut penser 2 minutes pour la comprendre. Pourquoi? Parce que vous, moi, et peut-être plusieurs personnes ici,
utilisent Internet pour s'informer. Mais dizaines de millions, l'écrasante majorité n'utilise pas Internet pour s'informer. C'est une question qui regarde une minorité parce que, comment dire, insignifiante. Insignifiante. La plupart vont sur Internet pour voir la pornographie, pour voir les horaires des trains, pour voir la température des domaines, les prévisions, etc. La musique. Et après, je dois dire, je suis père d'un garçon qui a maintenant 18 ans. Et dans les derniers 3-4 ans, j'ai étudié très attentivement ce qui est YouTube. YouTube, vous savez, est aujourd'hui 90% de ce qui se passe sur tout le web. YouTube est la plupart d'Internet. Vous pouvez essayer de voir ce qui se passe sur YouTube. Voyez la différence entre la télévision et Internet, c'est que vous pouvez voir les comptateurs. Les compteurs. Alors vous voyez, je l'ai étudié seulement sur une petite partie, une petite microscopique partie de web de YouTube. C'est l'American Rap. Vous pouvez voir ce qui se passe là. Ce sont des millions de vidéoclips qui sont le pire qu'on peut imaginer. La vulgarité totale, la multiplication par millions, par dizaines de millions d'exemples d'immoralité totale, de stupidité totale, de vulgarité visuelle, de vulgarité sonore. Essayez, vous comprenez ce qui se passe. Donc c'est la libération, ça. Dizaines de millions de jeunes chaque jour regardent ces obrobries. On va dire comme ça? Monstruosité. Monstruosité, c'est vrai. Monstruosité. Donc, il faut être réaliste. Internet, c'est un grand instrument. Probablement, vous êtes ici parce que vous avez utilisé Internet. Moi aussi, je suis ici parce que j'ai connu Christophe à travers Internet. Mais nous sommes une minorité qui n'a pas aucune importance dans ce phénomène. Les moteurs de recherche, comme Google, Yahoo, ce sont puissants. Ils ont déjà connu notre profil, notre idée professionnelle, notre choix. Ils ont prévu le futur, notre choix et notre désir du futur. Donc, je pense qu'il y a seulement une libération. La libération individuelle de la capacité de comprendre. Le monde de la critique, de la capacité de critique. Sinon, si on n'a pas ça, et plus encore, la chose la plus importante, la plus dévastante dans les so-called social networks, comme Facebook, c'est un désastre intellectuel, moral. Vous le savez très bien. J'utilise, certainement, Facebook. Ma page de Facebook a chaque jour 100 000 personnes qui viennent à lire ce que je dis. Mais la question, c'est que la grande masse vont pour exprimer soi-même. Ils ont seulement un désir de parler de soi. Ils n'ont aucun désir de communiquer réellement avec les autres, d'écouter. Ils ne sont pas capables d'écouter. Ils n'ont pas aucune éducation pour écouter les autres. Et en plus, ils ont l'illusion de communiquer quand ils sont seuls. Avec seul computer. Mais la question était aussi sur le débat et sur Internet reste quand même le seul moyen de dissidence réel qui est à disposition d'une minorité. J'ai compris très bien. Il y avait aussi une question sur la position de la Russie, de la Chine. Non, j'arrive. Si vous me donnez, parce que les questions sont compliquées, on ne peut pas les résoudre en deux mots. Donc j'ai dédié ça à cette réponse le temps nécessaire, parce que je pense qu'on doit faire notre chose. On doit faire notre chose. La gauche en général
et les démocrates, les personnes, les personnalités, les mouvements démocratiques en Europe n'ont pas encore compris que la bataille sur la communication est décisive, mais qu'il faut commencer une bataille pour la communication. Par exemple, il faut commencer une bataille pour gagner le contrôle des télévisions. En Italie et en France, la plupart de la population, aujourd'hui, pas demain, ou pas hier, aujourd'hui utilise la télévision pour s'informer. Donc, il faut comprendre combien de temps encore la télévision et les médias traditionnels vont dominer la situation. Je pense qu'il y aura beaucoup de temps pour ça. Et je dois dire encore plus, encore pire, que Internet et le web, pour ce que j'ai déjà dit, vont devenir la télévision. Et donc, si on pense que la télévision n'aura pas aucune importance, on doit simplement comprendre que la télévision va se transférer dans Internet. Donc, le problème de la communication visuelle est le problème central et sera le problème central. J'ai terminé sur ce point. Je suggère simplement de réfléchir sur ce point, parce que la majorité des gens ne le pensent pas et ne le savent pas, ne le connaissent pas. Deuxième, très vite, pour les autres questions, c'est plus vite et plus simple. Pourquoi l'Europe va contre ses intérêts? C'est évident. L'Europe, maintenant, va suivre les intérêts des États-Unis et pas ses intérêts, même dans la crise ukrainienne. La réponse, pour moi, c'est clair. On n'a pas de dirigeants européens qui sont capables de prendre des décisions autonomes. Tous les dirigeants européens sont chantagés. On les fait chanter. Hein? Sont soumis au chantage, on les fait chanter. Sous chantage. Si est vrai ce que Edward Snowden nous a raconté, que la NSA est en condition de contrôler toutes les communications des dirigeants européens, à commencer par Madame Merkel et pour continuer par le président Hollande. Qu'est-ce que vous pensez? Ce qui s'est passé autour de la vie privée de M. Hollande, c'est une claire histoire. Si vous pensez comme ça, vous vous trompez. Même M. Hollande est contrôlé, et tout le monde le sache très bien, là. Donc, comment ils peuvent prendre des décisions autonomes si les Américains sont en condition de leur mettre sous chantage? S'ils connaissent où vous avez votre amant, Votre mobilité. si vous savez où sont les comptes bancaires, vous avez mis votre argent, s'ils connaissent où votre fils va à l'université, etc., etc. Ça peut être aussi mesquin, presque que ça. Ça peut se résumer à des choses aussi peu importantes que ça. Vous pensez qu'ils ne sont pas importants? C'est la vie. Monsieur, vous avez vu avec vos yeux la sorte, la fin de Dominique Strauss-Kahn. Oui. Vous pensez qu'elle n'est pas important? Pour une personnalité qui a 50 années, qui va être candidat à la présidence de la France, qui a été détruit dans 3 jours, arrêté par la police américaine. Vous pensez qu'elle n'est pas important? C'est décisif. Pour des personnes qui n'ont pas aucune moralité et qui pensent seulement à sa propre carrière, argent, etc., vous pensez qu'il n'est pas important décider pour votre vie, pour la vie de votre fille, de votre famille? C'est décisif. Et c'est pour ça que la NSA est assez puissante, parce que peut chantager ce qu'il veut. Et pas seulement pour ça, il y a beaucoup de questions, mais par exemple, est évident, je parle comme italien, que la plupart des industriels italiens sont contre la ligne de M. Renzi. La plupart des entrepreneurs sont contre. Mais le gouvernement va dans une autre direction. Quel est le pouvoir? Le pouvoir, c'est le pouvoir de la carrière. Ceux qui demandent, ceux qui décident, seraient en bonne position ou en mauvaise position dans une demi-heure. Madame Mogherini est devenue présidente ministre étrangère de l'Europe.
Il y avait une semaine, elle avait dit qu'il faudrait avoir un dialogue avec M. Poutine. Avec une semaine, elle a changé complètement son point de vue et a décidé que la Russie, c'est l'ennemi principal. Pourquoi? Qui a téléphoné à Mme Mogherini? Qui? Vous pouvez chercher d'imaginer, c'est très simple. Donc la réponse est évidente, c'est le pouvoir qui décide. C'est le chantage du pouvoir qui décide. Pour leur vie même. Non, il n'y a pas d'indépendance. Si je dis que les services secrets de l'Europe sont tous des dépendances de la CIA, c'est la même chose. C'est la même chose. Deuxième question. Pourquoi la Chine a donné le feu vert aux États-Unis dans cette phase critique? Mais c'est complètement simple. Je peux l'expliquer avec des chiffres. Vous pensez, en 2008, toutes les banques occidentaux sont fallies. Ont failli. Vous le savez? Vous ne le savez pas? Peut-être quelqu'un le sait, mais la plupart des gens ne savent rien de ça. Mais je vous dis que toutes les banques européennes sont payées avec les banques américaines. Et les Américaines, qu'est-ce qu'on fait? On fait une chose très simple. Ils ont créé, from nothing, 12 trillions de dollars. 12 000 milliards de dollars. Avec ces milliards, ils ont refinancé substantiellement toutes les banques européennes et américaines. Bien. Alors, la Chine, en 2008, a acheté exactement 41% de la dette américaine. Presque la moitié. 2008. 2009, la Chine a acheté 20% de la dette américaine. 2010, la Chine a acheté 2% de la dette américaine. C'est-à-dire, je vous informe que la Chine a terminé de soutenir le dollar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ça? Après 2008, la Banque centrale américaine, la Federal Reserve, a produit da zero, da niente, partir de rien, plus ou moins 70 plus ou moins milliards de dollars chaque mois. Chaque mois. Parce qu'il n'y a pas de gens qui achètent la dette américaine. Il y en a encore. C'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, ce sont les Émirats Arabes Unis, etc. C'est l'Europe, c'est l'euro, etc. Mais il n'est pas suffisant pour soutenir la consommation chinoise, américaine. Donc l'Amérique a commencé et maintenant continue au niveau de 40 milliards chaque mois de dollars qui n'existent pas, qui sont créés au computer. Donc nous sommes dans une situation absolument dangereuse. Combien on peut continuer? C'est pour ça que je parle d'une accélération de la crise vers la guerre. Parce que c'est évident que cette opération ne peut continuer infinitement, sans fin. Donc nous sommes dans un danger grand. Quand arrivera la crise du dollar? C'est évident que la crise du dollar est à l'ordre du jour. Mais naturellement, nous ne savons rien. Même l'or, même l'or est sujet à une grande opération de remasse. Pourquoi l'or ne va dans cette situation? Il est maintenu artificiellement bas parce qu'ils vont que la plupart des investissements vont à Wall Street acheter les dollars. C'est une opération d'ingaggio général, de tromperie générale. Trompeur général. Et tous les journaux et tous les médias, etc., répètent la même chose. Donc, on est sur le point d'une grande danger. Ils ont besoin de commencer une grande guerre. Vous parlez d'une véritable guerre comme celle qu'on a connue avec la Deuxième Guerre mondiale, ou c'est une guerre low impact? Pire, la guerre sera beaucoup plus pire.
faut avoir du temps, parce que la guerre ne va commencer demain. Mais ils ont commencé, j'ai dit comme ça, parce que je voudrais que vous compreniez que le centre de la crise n'est pas le Moyen-Orient. Le centre de la crise est l'Ukraine. Et là-bas qu'ils ont commencé l'attaque contre la Russie. Parce que le problème, c'est d'éliminer la Russie, c'est-à-dire éliminer Poutine, éliminer la Russie comme entité statuelle organisée, et après ça, passer à l'attaque des Chinoises, de la Chine. Les Chinois sont parfaitement conscients de ça, et leur tactique est simplement de retarder, dilationner la crise. Donc, la dernière question, c'est la Russie. C'est la Russie, voilà. C'est la Russie, oui. Non, je voudrais répondre à ça. La Russie, maintenant, se trouve, on a parlé de ça il y a 15 minutes. La question, il faut connaître la situation. Poutine était un homme des Américains. La première année de Poutine était les années de la colonisation de la Russie. Mais Poutine a commencé à comprendre que la Russie n'est pas assez passivement colonisable. Et il a commencé à prendre des positions autonomes. Autonomes, mais l'Empire n'était pas satisfait de M. Poutine. Poutine a continué à prendre des décisions autonomes. Et les Américains ont décidé que Poutine doit être éliminé. Et ont commencé à le faire. Et Poutine maintenant a compris qu'il peut se sauver, je pense comme ça. Il peut se sauver seulement s'il s'appuie sur la sensibilité de la population. Et ce qui se passe n'est pas seulement l'acquisition de la Crimée ou la bataille par le Donbass. Qui connaît la situation russe connaît très bien que la Russie maintenant est au commencement d'un grand réveil. Ce sont millions de personnes qui pour la première fois comprennent que la Russie a une physionomie nationale. Je ne suis pas nationaliste, je n'ai jamais eu des idées nationalistes, mais je comprends très bien ce que cela signifie. Cela signifie la conscience populaire d'être différent. Ce que l'Occident n'est pas en condition de comprendre. Tous, nous pensons que tous les autres doivent être comme nous. Non, ce n'est pas possible. Les Chinois jamais seront comme nous. Les Russes jamais seront comme nous. Je ne dis pas que nous sommes mieux, qu'ils sont pires. Non, non, non. Ce sont seulement différents. Et alors, comment ça peut être exploité? Enfin, comment il peut... Non, la Russie, quand je dis la Russie et Poutine, n'ont pas la place pour se retirer. Ils sont mis dans un, comment se dit, messinano. Ils ont été poussés dans l'angle du ring, oui. Ils n'ont fait rien. On a parlé de Poutine et de la Russie comme des expansionnistes. Où il n'y a pas eu aucun expansionnisme russe. Jamais. La seule guerre que la Russie a fait dans ces derniers 30 ans était en Tchétchénie, à l'intérieur du pays. Non, pas à l'extérieur. Et en Ossétie, où ils ont interdit. En Ossétie, la Russie a dû se défendre. A dû se défendre. Et même en Ukraine, la Russie doit se défendre. Donc, la description qu'on a donnée est complètement bouleversée, complètement. La Russie se défend. Donc, Poutine n'a pas de chance où il peut aller. Ils ont commencé la guerre sur la frontière russe. Hier, il y a 3 jours, Poutine a fait une interview merveilleuse. Je les connais très bien depuis longtemps, donc je peux mesurer les différences. Il était un bureaucrate pour longtemps qui parlait la langue de bois, comme vous disiez en français. Hein? Mais maintenant, il parle avec un langage complètement différent. Il parle ouvertement. Il fait des rencontres avec les jeunes. Et il a commencé à expliquer. Il a dit, par exemple, il y a 3 jours, comme les Américains, on demande de contrôler le mouvement des troupes russes sur son territoire. C'est impossible, il a dit. C'est impossible. On ne peut pas les entendre. On va contrôler notre armée sur notre territoire, définitivement.
définitivement. Donc, il n'y aura aucune retraite russe. Et donc, si les Américains continuent, il y aura la guerre. Jusqu'à ce moment-là, les Russes ne sont pas entrés dans le territoire ukrainien. Ce qui ont dit tous les journaux et les télévisions occidentales est complètement fausse. Il n'y a eu aucune preuve d'une invasion russe dans l'Ukraine. Donc, s'il y a une continuation de ça, il sera évident que les Russes vont se défendre. Regardez la question de Boeing. Après 2 jours, j'ai vu même les journaux français, Le Figaro, Le Monde, qui ont dit que la responsabilité était des partisans de Donbass, et après les Russes, et après les Poutine. Poutine a été défini comme un assassin directement. Et maintenant, on sait qu'aucune information sur le Boeing serait donnée. Jamais. Parce qu'ils ont regardé les éléments et savent que l'avion a été abattu par les Ukrainiens. C'était évident, et c'est déjà évident. Donc, et que les résultats de l'enquête conjointe est classé top secret. Oh si, oui, la chose que vous n'avez pas lu. Je suis très, très orgueilleuse de ça, parce que pendant la télévision que j'ai, la web TV que j'ai fait, a donné seul organe d'information mondiale, l'information qu'il y a eu un accord secret entre la Belgique, l'Hollande, l'Australie et la Crimée et l'Ukraine pour maintenir secrète toutes les informations futures sur le Boeing. Et la Malaisie Hein? Et la Malaisie Il n'existe pas dans ce groupe-là. Ils ont formé un groupe d'occidentaux plus l'Ukraine. Ils ont donné à l'Ukraine pratiquement le droit de veto sur toutes les informations futures. Donc, vous ne savez rien de ce qui s'est passé. Donc, vous comprenez ce qui se passe. C'est une gigantesque provocation contre la Russie. L'objectif de cette provocation, c'est de contraindre Poutine à intervenir avec ses forces armées pour défendre le Donbass. Poutine ne le fera pas. Mais l'objectif, c'est de provoquer en continuation 1, 2, 3, 4, jusqu'au moment dans lequel, on ne sait pas, on va à une autre provocation, false flag operation. Voilà. Par exemple, quelques bombes, grands attentats terroristiques dans une capitale de l'Europe occidentale. Soyez attentifs, parce que si la situation va comme ça, il y aura une autre gigantesque provocation terroristique en Europe. En Europe. C'est ma invitation de la séance. Excusez-moi, monsieur. Donc, on va vous donner le micro. Je vais parler assez fort. Je vais partir, je vais y aller. Excusez-moi, je voulais simplement vous dire que vous donnez beaucoup de réponses. Je ne suis pas trop d'accord avec vous parce que d'un côté, on combat les djihadistes, d'un autre côté, vous dites que les services secrets les financent, premièrement. Deuxièmement, je vous dirais quand même qu'en Russie, ce sont des journalistes qui meurent comme Politkovskaya et non pas aux États-Unis. Voilà. Je n'ai pas compris. Politkovskaya. Les journalistes meurent en Russie, qui ne meurent pas aux États-Unis. Dans cette guerre, monsieur, dans cette guerre ukrainienne, excusez-moi, vous avez fait une question. Dans cette guerre, combien de journalistes russes ont été tués en Ukraine? Vous savez combien? Donnez-moi votre information. Non, je n'ai pas entendu, j'y vais. Non, je vais répéter. Dans cette guerre en Ukraine, combien de journalistes russes ont été tués? Vous savez? Non. Vous ne savez pas. Et je sais pourquoi vous ne le savez pas. Parce qu'il n'y a pas eu aucun journal ou télévision qui a dit que 5 journalistes russes ont été tués par les Ukrainiens. Alors, Politkovskaya a été tué. Oui, on peut discuter de ça. Qui a tué? Vous pensez qu'il était Poutine? Vous sous-estimez l'intelligence de Poutine. Politkovskaya n'avait aucune résonance à l'intérieur de la Russie. Personne ne connaissait pas le Politkovskaya en Russie. Pourquoi l'a tué? Il a été tué parce qu'il était très utile par l'Occident. Et après ça, tout l'Occident a dit que Politkovskaya a été tué par Poutine. Mais Poutine n'est pas assez stupide comme vous pensez. Il n'y a pas que elle.
Non, vous savez, vous avez des preuves de ça. Je vous dis simplement que l'Occident, je vous dis en fait, je vous dis simplement ça, que l'Occident a utilisé le meurtre d'Anna Politkovskaya, mais pour Poutine était sûrement un dommage. Donc, parce que je pense que Poutine n'est pas stupide, je pense que la dernière chose... J'ai beaucoup de doutes, monsieur, j'ai beaucoup de doutes, même sur les Ukrainiens qui en général sont assez extrême droite, je suis d'accord avec vous. Mais j'aimerais que vous ayez autant de doutes que la majorité des gens. S'il vous plaît, je ne veux pas couper la question, mais on va répondre aux questions. On avait madame qui avait des questions et ensuite madame. Non, mais il n'y a pas de problème. On a le droit de dire ce qu'il pense. Il n'y a pas de problème. Il y avait un ordre des questions et on essaie de respecter. Mais vous pouvez reprendre la parole, monsieur, après, si vous voulez. Donc il y avait une question à madame, puis après la dame derrière. Et après monsieur, et après monsieur. Non, c'est madame de News FM. Rebonsoir. Alors j'ai une question un peu plus naïve. Je ne suis pas du tout spécialiste des questions géopolitiques russes et américaines. Mais je me pose beaucoup de questions. On comprend qu'ils sont prêts à tout pour mettre en place leur stratégie machiavélique, pour pas en venir à une immense guerre, à un grand danger. Vous parliez tout à l'heure de la communication, des dangers d'Internet, que la grande majorité de la jeunesse utilisait les plateformes Internet, non pas pour s'informer, mais du coup pour s'abrutir. Et c'est choisi, c'est maintenu. On nous maintient dans une précarité intellectuelle, on nous maintient dans un abrutissement. On nous assaillait de programmes de très mauvaise qualité intellectuelle. On imagine que c'est étudié, c'est voulu. Je fais aussi un autre parallèle, moi, dans ma petite tête très naïve, avec tout ce qui se passe au niveau environnemental. On nous fait manger n'importe quoi. Je pense à des industries comme l'eau, comme les épandages de pesticides qui nous polluent par la nourriture. Donc tout ça, c'est maintenu par ces grandes puissances occidentales. Est-ce que leur projet, leur stratégie, leur projet n'est pas plus sombre qu'on ne le croit, finalement, parce qu'ils nous touchent, nous, finalement? C'est-à-dire plus sombre? Je ne sais pas du tout, telle est ma question, parce qu'on se rend compte qu'ils font tout ça pour leurs intérêts militaires, pour avoir la main mise sur les territoires où il y a du pétrole, où il y a des richesses naturelles, mais en même temps, ils nous touchent, nous aussi, dans notre quotidien. Ils se sont intégrés chez nous, par le biais de la télé, par le biais des téléphones, par le biais d'Internet. Ils jouent sur notre intellect à nous, ils nous maintiennent comme ça dans l'ignorance. Donc je me dis peut-être que leur stratégie va au-delà de projets militaires. On passe les deuxième question, madame. Derrière. Après, il y avait quelqu'un. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Voilà, le monsieur là qui nous parle nous a dit à un moment qu'il était optimiste. Alors moi, je suis aussi au ras du pas de crête. Je suis grand-mère. J'ai 8 petits-enfants. J'ai vécu, mes arrière-grands-parents ont vécu une guerre. Mes grands-parents ont vécu une guerre. Moi-même, j'ai vécu une guerre. Ça s'est terminé par la guerre d'Algérie. Je voudrais savoir comment on peut faire pour protéger nos petits-enfants. Et vous aviez dit que vous étiez optimiste, donc c'est que peut-être vous avez réfléchi à un moyen. Moi, le seul moyen que je vois maintenant, c'est de faire des économies et de mettre toute ma petite famille là-bas en Antarctique avec les animaux. C'est pas très optimiste. Monsieur en bleu qui avait une question. Et après, non, elle est en bleu devant là. Pardon, excusez-moi. Il avait là. On note toutes les questions. Bonsoir. Vous avez parlé de la Troisième Guerre mondiale. Je suis d'accord avec vous, pardon, que ça a commencé. Je voudrais connaître le timing. Il nous reste combien de temps? D'après ce que j'ai compris, j'ai fait beaucoup d'amis sur Internet. Il s'avérait que ça tourne aux alentours de 2016, avec plus ou moins quelques années, et qu'on se trouve exactement dans la fenêtre où tout peut se déclencher. Et ce qui va se passer, c'est la prochaine crise économique sera vraiment très violente par rapport à celle qui nous a précédé.
Et d'après ce que j'ai compris, justement, par exemple, vous avez parlé de Poutine, vous avez parlé de la Chine, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mes conclusions sont exactement les mêmes que les vôtres. Et je sais aussi que les Russes et les Chinois ont énormément de dollars en réserve et qu'ils sont capables aussi de détruire l'économie américaine en vendant des dollars, par exemple, pour faire écrouler les dollars. Je pense que la prochaine étape, ce sera l'écroulement du dollar, donc l'écroulement de l'euro. Donc il nous reste combien de temps? Parce que je vois 2 ans. Ok. Une dernière question. Une dernière question pour ce groupe de questions. Alors, pendant des années, ils nous ont raconté, ils nous ont dit qu'en effet, il n'y aurait pas eu une troisième guerre mondiale à cause de l'atomique, du grand arsenal atomique qui, d'un côté, donc, nous a effrayés pendant des années, mais de l'autre côté, a garanti qu'il ne pouvait pas y avoir de guerre entre les Américains et les Russes. Qu'est-ce qui aurait changé maintenant? Et même les gens qui sont en train d'architecter cette guerre, comment ils vont se mettre à l'abri d'une tsar bombe, par exemple? Ok. C'est ma question après, monsieur sera. Allez. On va procéder? Oui. Je te réponds? Ok. Alors, les questions sont différentes. Aujourd'hui, j'ai fait une promenade ici à Grenoble et j'ai regardé le ciel. Combien de fois regarder le ciel aujourd'hui? Il fait beau en ce moment, alors il faut prendre ça parce qu'on n'a pas vu comme ça depuis longtemps. C'est incroyable. C'était un spectacle. C'était un spectacle gigantesque de géo-ingénierie. De géo-ingénierie, ce sont des avions militaires qui dispersent dans l'atmosphère des choses, qui produisent une Je parle de géo-ingénierie parce que le chemtrail est devenu un mot difficile à utiliser. Mais la géo-ingénierie, c'est exactement comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Qui sont eux? Ce sont les mêmes qui prennent des décisions gigantesques sur notre futur, même s'ils ne sont pas capables de les contrôler. C'est le projet de Edward Teller, qui pensait, il est mort maintenant, qui pensait qu'il faut diminuer l'effet de serre, le réchauffement, l'effet de serre, en créant une diminution de la puissance du soleil sur le terrain. Donc, il crée l'effet albedo. L'effet albedo est quand le soleil frappe une surface claire ou blanche. Et ça produit une réflexion à nous d'une partie importante de l'énergie du soleil. Il crée avec ça un effet albedo qui est une stupidité totale. Parce que l'effet albedo peut couvrir une partie misérable de la surface de la Terre, reste au dehors de cette opération des océans, qui sont la plupart de la surface. Mais le problème, c'est qu'après ça, les choses qui sont émises dans l'atmosphère vont tomber sur la Terre. C'est-à-dire qu'il y aura une diminution de l'activité solaire sur le terrain. Il y aura une pollution généralisée. Il utilise aluminium, bario et des autres composants qu'on a déjà analysés, c'est évident. Et quel est l'objectif? Ce sont, comment dire, Dr. Stranamore. C'est une opération qui est dans les mains des militaires européens, c'est-à-dire financée par notre gouvernement, par votre gouvernement. Ce qui se passe là-bas est financé par votre gouvernement, par le gouvernement italien, par tous les gouvernements européens. Ils utilisent les avions militaires et même eux, ils ne savent pas quelles sont les conséquences de longue période de ça. Pourquoi faire cet effet albedo sur quel objectif? C'est la logique qui précède à l'analyse qui ont fait plusieurs des scientifiques, des chercheurs mondiaux
journal scientifique qui ont dit, par exemple, que s'il va se réaliser une situation dans laquelle les deux pôles sud, les deux polarités, c'est des glaciers, les immenses glaciers du pôle du nord et du pôle du sud vont disparaître pendant 25 ans. Cela va produire une diminution gigantesque de l'effet tombé, c'est-à-dire le soleil aura la mer est scuro, come si dice, foncé, sombre. Donc il y aura une croissant absorbement de chaleur qui va élever la température du mer. On est en train, jusqu'à ce moment, on a parlé de la crise financière, on est en train d'affronter une terrible, gigantesque modification écologique, climatique, écologique en général. On va détruire le système de l'écologie générale du monde. C'est une autre crise. Dans mon livre, que j'ai déjà cité plusieurs fois, je cherche d'expliquer qu'il n'y a pas seulement une crise, il y a plusieurs crises contemporanément qui se développent. C'est la crise de l'eau, c'est la crise de la population, c'est la crise de l'énergie, c'est la crise du climat, c'est la crise de l'écosystème, c'est la crise de la végétation mondiale, etc., etc. Nous sommes dans une période qui n'a pas de précédent de l'histoire de la civilisation humaine. Et on n'a pas les instruments pour gouverner ça. On n'a pas les instruments, même conceptuels. On n'a pas des idées, on n'a pas de structure. On a le Conseil de sécurité de la Nations Unies. Et c'est tout. C'est tout. Tous les autres vont dans la direction que vous avez dit. Qu'est-ce qu'ils pensent, les propriétaires universels? La question qu'on doit se poser dans les livres, si on parle largement. Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils pensent? Quelle est leur idée du monde? Malheureusement, je dois dire qu'il y a une idée assassine. Ils pensent que maintenant, la croissance va terminer. Ils ne le disent pas, mais ils le pensent. La croissance dans laquelle on a vécu le XXe siècle. En Occident, vous voulez dire? En Occident? Non, pas tout le monde, tout le monde. Ils pensent que tout le monde va réduire la croissance, parce qu'ils ne sont pas stupides. Mais ils pensent qu'ils peuvent maintenant passer dans la société. C'est mon interprétation. Ils pensent qu'ils peuvent passer dans la société de l'abondance, la société de l'abondance, dans laquelle nous avons vécu, à une société du déficit, de la rareté. Alors, la société de l'abondance donnait la possibilité de gouverner le planète avec un certain niveau de démocratie. La société de la rareté doit être gouvernée par le fascisme, seulement par le fascisme, seulement par la violence. Vous pouvez convaincre millions de personnes que vous pouvez aller demain à manger au McDonald's, acheter Gucci, je ne sais pas, des Maserati. Vous pouvez penser qu'est-ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas de moyens de le faire, si vous vous trouvez en masse, je parle, de larges masses de population, se trouvera sans possibilité d'acheter rien, même de manger, il y aura un grand problème à contrôler et gouverner le monde. Je ne sais pas si tout le monde dans le milieu des propriétaires universels comprend ça. Quelqu'un le comprend. Je le sais. Parce que quelqu'un d'eux, je l'ai rencontré. Mais la plupart ne le comprennent pas. Le problème, c'est terrible. Parce que même eux n'ont pas une recette pour sortir de cette situation. Si vous voulez, je résume le problème qu'on a en France. Qu'on doit, tous nous, pas seulement eux, même nous, devons résoudre ce problème. Il y a un principe de la physique, pas de la politique, qui dit comme ça, un développement infini dans un système fini de ressources est impossible. C'est la physique, ça. C'est pas politique. Donc, alors nous avons c'est du bon sens, la malheureuse. C'est plus du bon sens que de la physique, mais c'est du bon sens. Non, c'est la physique. C'est le deuxième principe de la conservation de l'énergie, si vous voulez, appeler comme vous préférez. C'est une question objective. Alors, on a eu l'illusion
de vivre dans un système de croissance infinie. Mais malheureusement, nous vivons dans un système fini de ressources. La Terre, c'est un système fini de ressources. Rien à faire. On n'a pas la possibilité de sortir de ça dans cette génération et dans les prochaines. Donc, on a cette contradiction fondamentale qui, pour la première fois, arrive à l'ordre du jour. On n'a pas vu ça. Notre culture, c'est la culture du développement infini. Bien, alors nous vivons dans un système fini de ressources qui est la Terre, et nous avons un système économique et social qui prévoit la croissance géométrique infinie. Le capitalisme. Il n'y a pas de capitalisme qui se développe géométriquement. Il n'existe pas le capitalisme qui reste ferme. Le capitalisme qui reste ferme meurt. Donc, nous sommes ça. Nous sommes arrivés à 7 points. Et 7 points est une situation sans précédent dans l'histoire humaine. Jamais l'homme s'est trouvé dans cette situation où on doit retourner à une situation cyclique. Tout ce qui se déroule sur la Terre est cyclique. Nous sommes cycliques, l'eau est cyclique, l'énergie va terminer et on va retourner à l'énergie du soleil. La seule énergie cyclique, c'est le soleil. Mais on doit construire une nouvelle organisation mondiale. On doit changer complètement sur la structure industrielle du monde. Ça fait prendre du temps, monsieur a posé la question du timing. Donc combien, c'est quoi, c'est 10, 20 ans? Le problème, c'est exactement que on n'a pas le temps de le faire. On n'a pas le temps de le faire. On va très vite au point dans lequel on va passer, on sera obligé de passer de la société de l'abondance à la société du déficit. Quand on a plus ou moins 35-40 ans. Il y a un livre très intéressant qui a été publié en Italie dans des chercheurs du Club de Rome qui s'appelle 2052. Et là, il y a une discussion merveilleuse, pas pourquoi il a écrit, parce qu'il a demandé l'opinion à 40 intellectuels et chercheurs du monde. Le résultat, je dois dire, est terrible. Parce qu'on peut regarder le futur. On peut regarder le futur. C'est une autre chose importante que nous oublions. Nous sommes la première génération humaine qui peut regarder le futur. On est en train de le faire. On peut le faire, on peut prévoir. On a les courbes de crescita. Les tendances, on peut le voir. Et si on a des tendances qui vont comme ça, on ne peut pas imaginer que demain, il y aura un changement de ce type-là. Donc, on peut prévoir où nous allons. Et ce qui nous savons déjà, c'est terrible. Donc, cette société ne sera pas reproducible dans la première moitié du XXIe siècle. Ceux qui ont le pouvoir de dominer les tendances principales de cette planète, de ce monde, de cette population, ont la conscience de ça? Ma réponse est non. Ils n'ont pas. Ils cherchent de continuer comme ils ont travaillé, comme ils ont gagné dans le passé. Ils n'ont pas le niveau intellectuel, collectif, de prendre et de comprendre qu'il faut changer toute l'organisation sociale. Et il faut informer la population, parce qu'une autre chose importante que j'ai écrit maintenant dans mon livre, il n'y a pas de loi que le gouvernement français ou italien peut prendre, décider et voter, parce que si la plupart de la population n'est pas informée de ce qui se passe, cette décision sera impossible. Si vous, par exemple, si vous voulez dire à la population de Grenoble, demain, votre machine doit se fermer, parce qu'il n'y aura pas... Votre voiture, vous devez arrêter votre voiture. Alors, comment faire? Si les personnes ne connaissent pas ce qui se passe, ils se révolteront, donc ils se rencontrent, ils vont combattre, il y aura des grandes batailles entre personnes qui n'ont pas aucune possibilité de comprendre. Donc c'est une bataille tragique. Entre aveugles. On continue à les questions. Je voudrais répondre à
Madame qui était optimiste. C'est ce qu'on peut faire. Être optimiste, c'est très difficile. Dans cette situation, je comprends. Je vous comprends bien. Mais la réponse est ça. Je ne vois pas une autre réponse. Il faut construire une partie pour l'alternative à ce système. Demain. Je suis ici à Grenoble aussi pour parler de ça. Ceux qui connaissent, ceux qui commencent à savoir, ceux qui ont la perception de danger, doivent se décider à entrer en ligne. C'est-à-dire à organiser soi-même, à commencer par ton ami qui est ici, à commencer par ceux qui tu connais, à commencer par tes filles qui te doivent, à l'hypothèse, les neveux, les petits-enfants. Les petits-enfants qu'on va éduquer. Il faut changer tous. Il faut comprendre, par exemple, que, comme vous avez dit, que le niveau intellectuel dans les dernières 40 ans a été artificiellement réduit. Ils nous ont créé du stupide. Ils nous ont éliminé la culture, la recherche, la capacité de se défendre. Il faut changer, la véritable chambre, l'idée du monde, l'idée des relations sociales, où nous serons capables de créer un mouvement de masse, capables d'imposer des décisions nouvelles, capables avec la participation populaire, une autre démocratie. J'utilise une formule qui n'est pas moyenne, mais je l'aime beaucoup. C'est la démocratie de la défense du territoire. Chaque doit commencer à défendre le territoire où il vit, où tu travailles, où tu études, où il y a tes intérêts. Je ne souhaite pas l'idée d'oublier le monde, au contraire. Mais je pense que si nous serons capables de construire des mouvements qui seront capables, eux, de défendre leur territoire, il y aura une grande démocratie diffusée. Et le problème sera d'unifier cette démocratie diffusée. La démocratie représentative a déjà été détruite. N'existe plus. Il fonctionne très mal. Donc il faut créer une autre démocratie. Je crois dans la démocratie, mais la démocratie doit être non une décision de prendre une fois chaque 5 années, de déléguer à quelqu'un. Il n'y a pas aucune possibilité de déléguer. Le pouvoir des propriétaires universels est capable d'acheter tout le monde ou de chantager tout le monde. Donc il faut avoir une autre idée de la culture, des relations sociales, le monde cyclique du soleil. Ce n'est pas une chose assez abstraite, ce n'est pas une idée philosophique. En tout cas, le soleil restera la seule source de civilisation du monde. Il n'y a pas aucune possibilité de changer. Donc, il faut commencer aujourd'hui. Et ça est le prélude à un grand changement de la conception des relations entre les hommes. On doit substituer la théorie de la compétition entre les hommes, entre les sociétés, entre les États, avec le terme de la solidarité. La solidarité est circulaire. La compétition et la guerre. Donc il faut commencer ça. On n'a pas ça. Cette culture n'existe plus. Ils ont gagné la bataille. Ils nous ont transformés en concurrents contre les autres. Chaque de nous est contre tous les autres. C'est la fin. C'est la fin pour tous. Donc je propose ça et je suis optimiste parce que je pense qu'il y a une grande quantité de personnes, comme ceux qui sont ici ce soir, une grande quantité, qui s'y a l'élémentaire information de ce qui se passe, est capable de comprendre. Donc, pour faire tout ça, il faut changer la bataille et transformer cette bataille dans une bataille pour le contrôle démocratique de la communication de masse. C'est ma réponse à votre question. La fin de la soirée approche, on va prendre encore 2 questions et puis on va être obligé d'arrêter. On pourra continuer à l'extérieur après, il y a un café pas très loin, s'il y a des gens qui veulent continuer à discuter après, monsieur qui est là, on a un peu repli si on n'est pas trop nombreux. Encore 10 minutes. Voilà. Là on va encore prendre 2 questions. Bonsoir. Je voudrais savoir si votre statut de député et de journaliste, vous êtes introduit dans les milieux journalistiques en Italie, est-ce que ça vous permet encore aujourd'hui d'inviter d'autres journalistes, des confrères
faire mainstream et d'avoir une réelle confrontation et de réels débats médiatisés? Est-ce que vous pouvez encore provoquer, en fait, pas dans le sens péjoratif du terme, mais provoquer des collègues pour qu'il y ait des réelles confrontations? Parce que très souvent, on a tendance à se parler entre nous, si vous voulez. Et probablement que ce soir, à part peut-être le monsieur là qui est sorti, il s'était peut-être trompé de porte en rentrant, mais on a l'impression que souvent on se parle entre nous. Et c'est vrai également sur Internet, sur Facebook, on est des groupes et on tourne en rond en fait. Ouais, pour discuter avec monsieur, il aurait fallu approfondir le débat et donner des éléments de preuve sur ce qui était avancé. Bon, voilà, ça aurait été intéressant de pouvoir continuer. Je ne parle pas pour ce soir, hein, je parle qu'en Italie, par exemple, est-ce que vous avez la possibilité? Est-ce qu'il y a une question? Oui, Monsieur Lebrun. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez dit que 9 personnes pouvaient mobiliser 15 000 milliards de dollars. C'est-à-dire 15 000 milliards de dollars, c'est en gros 7 fois le PIB de la France, c'est en gros 20% de la richesse mondiale. Est-ce que d'où vous tenez ces informations et comment voilà. Est-ce que vous pouvez préciser? L'information, je l'ai lue sur le New York Times. J'ai écrit sur ça. Je répète, M. Scalfari a pris par la sérieuse cette information. C'est vrai. Vous avez la perception que cette personne prend des décisions gigantesques. Mais si je dois expliquer comme il faut, je dois dire comme ça. Ils arrivent dans ce restaurant peut-être de Manhattan. Ils ont 3-4 personnes derrière eux qui ont déjà préparé les documents. Ils s'échangent les documents, ils s'échangent un petit peu d'informations pendant une demi-heure, 1 heure, pour prendre le déjeuner, pour prendre le café, pour échanger 2-3 mots, et ils signent ces lettres. Ces lettres vont décider le destin de millions de personnes. Pour eux, c'était complètement normal. Pour nous, ce n'est pas normal. Pour eux, c'est la réalité. Ils ont la possibilité d'échanger le mouvement de 10 trillions de dollars chaque mois. Ils ont la possibilité d'échanger les investissements des gigantesques richesses qui vont changer le destin des États africains, des relations avec la Russie. C'est la réalité. C'est la réalité. Et même, je dois dire que ces personnes n'ont pas aucun intérêt de savoir le résultat de leurs décisions. Cela, c'est la plus terrible des choses. Ils signent des documents qui ont d'énormes conséquences sans avoir même la perception. Est-ce que le New York Times donnait des noms de ces personnes? Oui. Il y avait les noms des dirigeants des 9 banques centrales les plus importantes. Non centrales. Les 9 banques privées qui ont la puissance de prendre ces décisions. Donc c'est la réalité. Vous voyez, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé pour Laurence Blanc. Ils ont créé une dramatique spectacle dans lequel 3000 personnes sont décédées, terriblement. Ils l'ont fait, ceux qui ont imaginé ça et ceux qui ont réalisé ça, ils l'ont fait en tenant en compte que la plupart de nous est composée de personnes normales. Pour une personne normale, c'est impossible d'imaginer de tuer 3000 personnes. Donc la réaction générale, immédiate, c'est de refuser cette interprétation. Vous ne pouvez pas souffrir une chose comme ça. Donc, c'est la réaction instantanée, immédiate, instinctive. On ne peut pas croire qu'il y a personne comme ça. Mais toute l'histoire que nous connaissons démontre exactement ça, qu'il y a cette personne. Chaque fois, j'ai fait l'exemple de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, vous vous rappelez, la guerre du Vietnam a commencé avec les fameux accidents du Tonkin, du golfe du Tonkin. Alors, les Américains ont déclaré au monde que les navires vietnamiens avaient attaqué des avions, des navires américains. Après ça, le président des États-Unis a décidé de commencer la guerre. Combien de personnes sont décédées dans cette
guerre, 52 000 Américains ont été tués dans la guerre de Vietnam. Il y a à Washington, merveilleux monument. 2 millions de Vietnamiens ont été tués, peut-être, probablement plus. Parce qu'il y a encore l'agent orange. Et il y a encore l'agent orange qui continue maintenant. Ce que je dis, décision de ce type-là peut être prise dans une officier qui a la cravate, qui va chaque jour au travail et qui prend des décisions comme ça, exactement, une décision secrète, c'est-à-dire un complot, mais en tout cas, chaque jour. Donc, ces 9 ont la même puissance des services secrets, probablement beaucoup plus. Et ils travaillent dans l'inertie. Ils ont créé le système économique, par exemple, personne ne connaît ça, mais le système économique et financier où nous vivons est un système qui, pour les 60%, est automatique. La croissance de l'argent qui se crée chaque jour n'est pas la conséquence des décisions des 9 banquiers. Non, la 60%, je répète, selon les statistiques, ce n'est pas moi, je l'écris dans mon livre. 60% de l'argent se crée avec les moteurs de recherche et les moteurs automatiques des computers. Il y a des systèmes qui font des investissements automatiques. Exactement. Alors, si vous avez 10 000, 100 000, demi-million de computers qui travaillent avec la vélocité de la lumière et qui réalisent dans chaque seconde, des milliers d'investissements. Chaque de ces investissements crée de la nouvelle dette substantielle. Il achète, il crée de la dette, il crée de l'argent. Alors 60% de la croissance de laquelle j'ai parlé jusqu'à ce moment, c'est automatique. Donc nous sommes comme une avalanche de l'idée. Une avalanche. Une gigantesque avalanche de laquelle personne n'a le contrôle. N'a pas le contrôle. Vous pouvez imaginer cette situation. Comme ça. Est-ce qu'on peut revenir à la question de monsieur, là, sur est-ce que vous arrivez à parler encore avec des confrères, est-ce que vous pouvez encore mobiliser ou sensibiliser les confrères? Ah oui, je vous dis ça. Je vous dis ça. Certainement, je l'ai expérimenté et je l'expérimente toujours. Je ne peux pas demander à ceux qui sont bâillonnés de dire la vérité. Il n'y a pas de zéro entre les journalistes. Chaque deux doit vivre, prendre le stipendio, le salaire, a des relations. C'est très difficile de dire la vérité parce que si tu commences à dire la vérité, tu vas perdre immédiatement. C'est vous qui l'avez la vérité en face, il peut jouer son rôle de méchant. Je suis une exception. Parce que j'ai une carrière journalistique. C'est pour, comment je peux dire, détruire moi-même est difficile parce que j'ai un passé. J'ai travaillé 30 ans et ils savent que j'ai toujours cherché de dire des choses réelles. J'étais correspondante, je n'aime pas parler de moi, mais pourquoi vous devez comprendre pourquoi c'est difficile de me détruire. Peut-être ils vont me tuer, je ne sais pas quand. Pour le moment, il n'y a pas ce danger, je ne suis pas assez important, mais je dois dire, j'étais correspondant de l'UNITA de Moscou pour 10 ans. J'ai pris le prix comme le meilleur correspondant étranger quand j'étais correspondant du journal de parti. 1998. Donc, en Italie, tout le monde connaît que je suis été toujours honnête. Donc, je commence à dire que le 11 septembre, c'est une falsification. Ils cherchent de me tuer, mais la plupart de la population me connaît, donc je suis défendu. Je suis pensionné, je ne dépends pas de quel patron, je peux dire ce que je veux. Ma force, la seule force que j'ai, c'est que je ne dois pas rien à personne. C'est-à-dire que personne ne peut pas, moi, s'engager. Vous ne vous sentez pas menacé particulièrement? Vous ne vous sentez pas menacé en tant que contestataire ostentatoire, évident, du système
avec vos écrits, avec vos conférences? Quelquefois, mais en tout cas, je vais utiliser, je suis optimiste, madame, comme vous avez dit, je vais chercher, je pense, franchement, si vous voulez, on peut terminer comme ça, je parle encore de mes idées. Si la situation est comme je le vois, on a deux chances possibles. La première, c'est d'ignorer la réalité et de faire mes propres matrices, M'occuper de mes oignons. M'occuper de moi-même, etc. Mais ce serait pour moi très difficile parce que si je connais, je pense que je ne peux pas taire. Le matin, je dois regarder dans le spectacle et je dois avoir. Et surtout, je pense que mon fils, je parle pour lui, je parle pour notre fils en général. La crise que nous voyons maintenant va se dérouler dans leur vie. Ils seront eux qui vont voir, peut-être que nous, seulement le commencement. Ils vivront dans cette crise. Je peux l'abandonner? Non. Je pense que ce n'est pas une décision acceptable. Et donc, si vous voulez, je pense comme ça. Nous sommes arrivés dans un moment de l'histoire de l'humanité dans laquelle la politique et la morale sont la même chose. Il n'y a pas une politique et une morale de notre part. La politique et la morale sont la même chose. Quand la question regarde la vie et la mort des individus, il n'y a pas de politique abstraite, quelque chose qu'on peut régler avec des techniques. Non, non. C'est la vie et la mort. Donc, il faut prendre des décisions au niveau. Combien de personnes sont capables de comprendre? Je répète, la question c'est d'arriver à leur hockey, et leur oreille. Combien? Il n'est pas nécessaire de penser qu'on a besoin d'avoir des millions de personnes. Je pense qu'il est suffisant pour ce moment de créer une élite intellectuelle très forte, très moralement, comme on dit, engagée, très capable de voir le futur. Cette intelligence sera dominante dans un moment de crise. En Europe ou en Occident? En Europe, en général en Occident. Cette minorité intelligente, capable, non pas seulement intelligente, capable, moralement dédiée, est capable de donner la réponse pour ceux qui auront le panique. La plupart des gens fuiront dans la panique. Ils ne sont pas capables de travailler avec les autres. Il faut créer une élite intellectuelle très forte, très capable et très moralement, comment on peut dire, décidée. Donc, il faut travailler pour ça. J'appelle ma idée de créer un grand mouvement européen. Je le dis à mes amis ici. Je pense qu'il faut commencer maintenant, commencer de petit, faire des petits meetings, des petites réunions, de se regarder. Qui sont ceux qui sont pour moi? Quels sont les problèmes qui ont? Il n'est pas nécessaire de créer de grands documents. Il est nécessaire de créer le commencement pour la défense du territoire, où nous sommes, et créer cette défense, et après multiplier les points. Ça est la tâche qu'on doit affronter maintenant. Ce n'est pas nécessairement leur donner le pouvoir. Ce n'est pas une élite à qui on donne le pouvoir, c'est une élite dont vous parlez qui serait là plus pour guider moralement, c'est ça? Pour guider moralement, oui. Après, on va voir quel sera le pouvoir. Après. Le problème, c'est de créer cette, même sans pouvoir. On a bien compris votre... Je veux souligner, même sans pouvoir, mais avec un pouvoir moral très fort, chercher les personnalités dans chaque territoire qui peut représenter la confiance de ceux qui nous entourent. Bien, on a compris votre message et malheureusement on est obligé d'arrêter la séance puisqu'il faut libérer dans... Merci. Merci à Julie Tokiza. Donc je rappelle que ce livre sera bientôt peut-être traduit et publié. Il est traduit, mais il reste à trouver une maison d'édition en France qui soit capable de le publier. Si vous en connaissez, vous êtes les bienvenus pour nous les indiquer. Et en tout cas, merci d'être à tous d'être venus et à très bientôt. Et un mot pour la suite de nos souvenirs rencontres. Il est marqué dans le programme que le 30, on a une séance prévue sur le thème de l'islamophobie liée au 11 septembre. Quel lien on peut faire entre 11 septembre et l'islamophobie?
Cette séance aura peut-être lieu, peut-être pas ici. Donc pour l'instant, on ne sait pas dans quelles conditions elle va avoir lieu, sans doute pas ici. Donc pour vous tenir au courant, regardez sur le site Riopod 911 où on en est et comment on va pouvoir programmer cette soirée. Pour l'instant, cette soirée n'est pas prévue ici.